Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la notion de science en philosophie. Alors pour commencer, quand on pense à la science, on pense en général à une discipline qui se base sur des faits, des expériences, qui tentent d'expliquer le monde qui nous entoure. On imagine tout de suite des scientifiques, parfois dans des labos, en train de faire des expériences. Mais alors, qu'est-ce que la philosophie, ça a à voir là-dedans ? Eh bien, la philosophie, en fait, elle se demande qu'est-ce que la science ? Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Quelle est sa nature ? Quelles sont ses limites ? C'est en quelque sorte une réflexion méta-scientifique. Bon, je sais, méta, ça fait un peu peur, mais ça veut juste dire qu'en quelque sorte, c'est une réflexion au-delà de la discipline elle-même, et peut-être même plus qu'au-delà, en fait, qui s'intéresse sur elle-même. Donc dans cette vidéo, on va examiner la science du point de vue de la philosophie. Et pour mieux comprendre ça, on va voir 4 grands philosophes, Aristote, Descartes, Kant et Popper. Donc, pour commencer, on va s'intéresser à Aristote, qui a jeté les bases de ce que l'on appelle l'empirisme. D'ailleurs, une petite anecdote, mais si vous voyez dans le tableau l'école d'Athènes, au centre, il y a Platon et Aristote. Platon qui a le doigt tourné vers le ciel, et Aristote, lui, il a la main tournée vers la terre. Et il y a une explication que j'aime bien, qui consiste à dire que la philosophie de Platon, eh bien, elle est tournée vers le ciel des idées, alors que celle d'Aristote, elle est davantage tournée vers la terre, donc elle est concrète. Bon, c'est un petit peu simpliste, mais c'est pas mal pour voir rapidement l'opposition entre les deux philosophes. Mais alors, pour revenir à la science selon Aristote, l'empirisme, c'est l'idée que nos sens, c'est-à-dire par exemple notre vue, notre toucher, notre ouïe, eh bien, ce sont la source principale de notre connaissance. En d'autres termes, on apprend en observant le monde. Et vraiment, Aristote, c'était un grand observateur. Il s'est intéressé à, pour ainsi dire, tous les domaines du savoir. Il regardait les animaux, les plantes, les étoiles, donc vraiment toutes les sciences qui ont des noms spécifiques actuellement. À l'époque, c'était regroupé sous le nom de philosophie, et Aristote, tout ça, ça l'intéressait vraiment. Et c'est à partir de ses observations, à partir de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a touché, qu'il a pu formuler ses théories. Mais à la limite, s'il s'était arrêté là, il n'y aurait pas grand-chose d'extraordinaire. Le truc particulièrement intéressant, c'est qu'Aristote a utilisé la logique pour analyser ses observations. Donc par exemple, si on observe que tous les signes que l'on a vus sont blancs, on peut en déduire que tous les signes sont blancs. Vous voyez, c'est une réflexion qui part d'un cas particulier, de plusieurs cas particuliers, et à partir de ces cas particuliers, eh bien on en tire des lois générales. Et c'est ça le principe de base de l'empirisme d'Aristote. On commence par l'observation, et puis on utilise la logique pour généraliser des connaissances à partir de ces observations. Donc, vous voyez, si on n'utilisait que notre logique sans faire d'observation, on pourrait penser que les signes peuvent être de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, des bleus, des rouges, des jaunes, etc. Mais en observant, concrètement, on observe que ce n'est pas le cas. Alors, maintenant que l'on a vu Aristote, on va passer directement au XVIIe siècle et s'intéresser à René Descartes. Descartes, lui, il est connu pour avoir défendu une approche opposée à l'empirisme qui s'appelle le rationalisme. Vous voyez, ça vient de raison. Le rationalisme, c'est l'idée que notre raison est la source principale de notre connaissance. En fait, pour Descartes, nos sens peuvent nous tromper, mais pas notre raison. Ou du moins, pas seulement notre raison. D'ailleurs, si vous avez déjà entendu la célèbre phrase de Descartes, c'est généralement la phrase la plus connue en philosophie, cogito ergo sum, donc en français je pense donc je suis, c'est l'exemple parfait de la manière dont Descartes utilise la raison. Bon, le raisonnement est un petit peu long, mais si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo à propos de cette citation. Pour faire simple, l'idée c'est que Descartes se demande de quoi on peut être certain. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut être certain de ce que nos sens nous permettent de percevoir ? Eh bien non, parce qu'on voit, on est souvent trompé par nos sens. Par exemple, le plus commun, c'est de voir une oasis dans le désert, donc on croit voir quelque chose et en réalité c'est pas le cas. Qu'est-ce qui résiste au doute ? Eh bien, Descartes part d'une idée claire et distincte, l'acte de penser. Et il déduit de cette idée que l'on doit exister pour pouvoir penser. Vous voyez, même si on doute de quelque chose, il n'empêche que l'on pense que l'on doute, et donc on est sûr que l'on existe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin que ce que l'on observe soit vrai. On n'a besoin que de sa raison pour arriver à cette conclusion. Vous voyez, peu importe le contenu de la pensée, il n'empêche que tant que l'on pense, on est sûr d'exister. Et donc on en arrive encore une fois à cette fameuse phrase « je pense, donc je suis ». Donc vous voyez, dans la pensée de Descartes, la raison elle a vraiment une place privilégiée. Donc encore une fois, on pourrait douter de ce que nos sens nous disent. Est-ce que ce que je vois là concrètement devant moi c'est réel ou est-ce que c'est une illusion ? Ça on peut en douter, mais on peut pas douter de notre pensée. Ce qui fait bien que pour Descartes, c'est notre raison qui a une valeur plus grande que nos sens dans la quête de la connaissance et donc de la science. Et c'est ça l'essence du rationalisme. Ok, alors maintenant que l'on a vu un petit peu ce que c'était que l'empirisme et le rationalisme, on va pouvoir s'intéresser à la pensée de Kant. Parce que, pour Kant, la connaissance vient à la fois de nos sens et de la raison.
Alors il faut pas non plus tomber dans la caricature, hein. Aussi bien Aristote que Descartes, les deux philosophes que l'on vient de voir, prenaient à la fois cet aspect sensoriel et rationnel dans la quête de la connaissance. Mais en fait, la particularité de Kant, c'est qu'il va vraiment s'intéresser aux structures de la connaissance. En fait, Kant pensait que notre esprit n'était pas simplement une tablette vierge qui attendait d'être remplie par l'expérience. Alors j'utilise cette expression parce que cette expression de tabula rasa, elle revient assez souvent chez les auteurs empiristes. Au lieu de ça, Kant il pensait que notre esprit avait certaines structures qui façonnaient la manière dont on comprenait le monde. Donc pour prendre un exemple concret, on va dire qu'on observe un chien qui court dans un parc. Eh bien, nos sens nous donnent l'information brute, la forme du chien, le mouvement, sa couleur, sa texture, le son qu'il fait, etc. Mais c'est notre esprit critique qui interprète ces informations, qui comprend que le chien est en train de courir. Et donc, pour faire simple, Kant, il pensait que notre connaissance dépendait à la fois de ce que nos sens percevaient et de la manière dont notre esprit organisait ses perceptions. Et c'est pour ça que, pour Kant, l'observation et la raison travaillent en fait de pair pour nous donner une connaissance du monde, pour faire avancer la science. On a des informations que l'on reçoit a posteriori par les sens, ça correspond en quelque sorte à l'aspect empirique, et puis on a des structures a priori de la raison qui nous permettent d'organiser ces informations, et ça c'est davantage l'aspect rationnel. Donc vous voyez, on peut pas se passer ni de l'un ni de l'autre. Et c'est vraiment grâce à cette interaction qu'on est capable, selon Kant, de formuler des lois universelles. Mais alors faut faire attention parce que notre compréhension, du coup elle est limitée à la fois par notre capacité de perception, l'aspect empirique, et puis par notre capacité de compréhension, l'aspect rationnel. Et c'est vraiment tout l'enjeu de Kant de bien comprendre ses limites. Donc dans notre exemple du chien, on pourrait formuler une loi générale comme « les chiens peuvent courir ». Mais même si cette loi peut sembler universelle, elle reste limitée par notre expérience des chiens et par notre capacité à comprendre ce que ça signifie que courir. Alors après, j'ai fait une explication très rapide de ce que c'est que la pensée de Kant, mais évidemment ça reste une simplification. Et comme toute simplification, elle reste incomplète et imparfaite. Parce que pour bien comprendre Kant, il faudrait bien plus que ce que je dis dans cette vidéo. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite précision. Et pour finir, on va faire un saut dans le temps jusqu'au XXe siècle, on va s'intéresser à Karl Popper et à son idée de la falsification en sciences. Donc la falsification, en fait, c'est l'idée que pour qu'une théorie soit scientifique, elle doit être falsifiable. C'est-à-dire que dans l'idée, on doit pouvoir prouver qu'une théorie peut être fausse. Alors, normalement, ça peut sembler un peu bizarre la première fois qu'on entend ça, parce que généralement, on se dit au contraire qu'une théorie scientifique, c'est une théorie qui est vraie. Mais alors, ce que Popper veut dire par là, c'est que la capacité de vérifier une théorie, c'est-à-dire le fait de prouver qu'elle soit vraie, n'est pas suffisante. En fait, c'est même beaucoup plus important d'être capable de la falsifier, de prouver qu'elle est fausse. Donc on va reprendre notre exemple au tout début avec Aristote et les signes. Imaginez par exemple donc qu'on ait une théorie que tous les signes soient blancs. Eh bien, selon Popper, ce qui fait que cette affirmation c'est une théorie scientifique, ce n'est pas qu'on peut trouver de nombreux signes blancs pour la vérifier. Mais c'est au contraire qu'on puisse imaginer qu'on trouve un signe non blanc qui puisse la falsifier. Et en effet, concrètement c'est ce qui s'est passé, quand les Européens ont découvert l'Australie, eh bien on a découvert des signes noirs. Ce qui fait que la théorie selon laquelle tous les signes étaient blancs, eh bien, a été falsifiée. Et c'est pour ça que pour Popper, c'est ce processus de falsification qui fait progresser la science. On propose des théories, on les teste, et si elles sont falsifiées, on les abandonne ou on les modifie. Mais vous voyez, une théorie que l'on ne pourrait pas falsifier, par exemple une théorie selon laquelle il existe des esprits invisibles avec lesquels on ne peut avoir aucune interaction parce qu'ils existent dans une réalité complètement différente, eh bien ça c'est pas une théorie scientifique, parce qu'il n'existe aucun moyen de la falsifier. On ne peut pas prouver qu'elle est fausse, donc en fait, on peut pas prouver qu'elle est vraie. Mais alors dans l'idée de Popper, qu'est-ce qu'il se passe lorsque les théories résistent à la falsification? Si elles peuvent être falsifiées, mais qu'elles résistent néanmoins, qu'on ne trouve pas de contre-exemple, qu'on ne trouve pas de contre-preuves qui permettent de les falsifier. Eh bien en fait, tant qu'une théorie est falsifiable, mais qu'elle n'a pas été falsifiée, eh bien on la garde, mais on reste toujours à la possibilité qu'elle soit falsifiée à l'avenir. Et c'est pour ça que la science est toujours en évolution. Par exemple, dans le cas de l'astronomie, on s'est aperçu qu'en réalité la théorie de la gravitation universelle de Newton n'était en fait qu'une approximation, un cas particulier de la gravitation relativiste découverte plus tard par Einstein. Et c'est comme ça qu'on a pu raffiner notre compréhension et donc avancer dans la science. Et donc on a terminé avec cette petite vidéo. Donc pour récapituler, on a exploré la notion de science en philosophie à travers les yeux de 4 grands philosophes, Aristote, Descartes, Kant et Popper. Et à travers ces 4 grands philosophes, on a vu ce que c'était que l'empirisme, le rationalisme, la synthèse des deux et enfin la falsification. Donc si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.